Chapitre 6. Dans cette fin d'après-midi, l'eau de la Salinas dormait, profonde, tranquille et verte. Déjà, le soleil avait quitté la vallée et escaladé les versants des monts Gabilan, et les sommets étaient tout roses de soleil. Mais près de l'eau dormante, parmi les sycomores madrés, tout se trouvait baigné dans une ombre plaisante. Un serpent d'eau remontait mollement la rivière. Sa tête, comme un petit périscope, tournait de droite et de gauche, et il traversa le bassin d'eau dormante dans toute sa longueur pour venir se jeter dans les pattes d'un héron qui guettait immobile là où l'eau n'est pas profonde. Une tête et un bec s'élancèrent sans bruit et saisirent le serpent, et le bec l'avala par la tête, tandis que la queue s'agitait éperdue. Une rafale se fit entendre au loin, et le coup de vent fouetta le haut des arbres comme une vague. Les feuilles des sycomores montrèrent leur côté argenté. Par terre, les feuilles mortes coururent sur quelques mètres, et coup sur coup, de légères risées froissèrent la surface de l'eau verte. Le vent tomba aussi vite qu'il s'était levé, et la clairière redevint silencieuse. Immobile, le héron attendait. Un autre petit serpent remonta la rivière, tournant de droite et de gauche, sa tête en petit périscope. Soudain, Lenny déboucha des fourrés. Il avançait furtif, comme un ours qui rampe. Le héron battit l'air de ses ailes, puis, d'une secousse, il sortit de l'eau et s'enfuit survolant la rivière. Le petit serpent disparut parmi les roseaux de la rive. Lenny s'approcha tranquillement du bord de l'eau. Il s'agenouilla et se mit à boire, effleurant à peine l'eau de ses lèvres. Quand, derrière lui, les feuilles sèches craquèrent au passage d'un petit oiseau, il releva la tête brusquement, et il resta les yeux fixes et l'oreille tendue jusqu'à ce qu'il eût aperçu l'oiseau. Alors, il laissa retomber sa tête et se remit à boire. Quand il eut fini, il s'assit sur la rive, de biais, afin de pouvoir surveiller l'entrée du sentier. Il prit ses genoux dans ses deux mains et posa son menton sur ses genoux. La lumière montait, quittait le fond de la vallée, et, en même temps, le sommet des montagnes paraissait s'embraser d'une lueur grandissante. Lenny dit doucement : « J'ai pas oublié. Tu parles, nom de Dieu, me cacher dans les forêts et attendre que Georges arrive. » Il enfonça son chapeau sur ses yeux. « Georges va m'engueuler, dit-il. Georges va regretter de n'être pas seul, et que je sois là, à l'ennuyer. » Il tourna la tête et regarda le sommet lumineux des montagnes. « Je pourrais aller là-haut et me chercher une caverne, dit-il. » Puis il continua tristement. « Et plus jamais de coulis de tomates. Mais je m'en fous. Si Georges ne veut plus de moi, je m'en irai. » Et alors, du cerveau de Lenny sortit une grosse petite vieille. Elle portait des lunettes à verre épais et un tablier à poche, en guingamp, et elle était propre et empesée. Elle se tenait devant Lenny, les poings sur les hanches, et elle le regardait en fronçant les sourcils d'un air de reproche. Et quand elle parla, ce fut par la voix de Lenny. « Je te l'ai dit et redit, dit-elle. Je te l'ai dit. Suis les conseils de Georges, parce que c'est un gentil garçon, et il est toujours très bon pour toi. Mais tu n'en fais pas de cas, tu fais de vilaines choses. » Et Lenny répondit. « J'ai essayé, tante Clara, j'ai essayé, ma tante. J'ai pas pu m'en empêcher. »« Tu ne penses jamais à Georges, continua-t-elle par la voix de Lenny. Il ne cesse de te faire des gentillesses. Quand il a un morceau de tarte, il t'en donne toujours la moitié, et même un peu plus. Et s'il y avait du coulis de tomates, il serait capable de tout te le donner. »« Je le sais, dit Lenny misérablement. J'ai essayé, tante Clara, j'ai essayé, ma tante. » Elle l'interrompit. « Il aurait pu être si heureux si t'avais pas été là. Il aurait pu garder tout son salaire et aller rigoler au bordel. Il aurait pu aller faire une poule au billard. Mais il faut qu'il s'occupe de toi. » Lenny gémissait de chagrin. « Je sais, tante Clara. Je vais m'en aller dans la montagne et me chercher une caverne où que je pourrais vivre. Comme ça, j'embêterai plus Georges. » « Tu dis ça, dit-elle d'un ton tranchant. Tu dis tout le temps ça, mais tu sais bien que tu ne seras jamais foutu de le faire. Tu resteras là, comme toujours, à l'emmerder, ce pauvre Georges. » Lenny dit. « Faut autant m'en aller. Georges ne me laissera plus soigner les lapins maintenant. » Et tante Clara disparut. Et du cerveau de Lenny sortit un lapin gigantesque et s'assit en face de lui, remua les oreilles et trémoussa le nez. Et il parla
également par la voix de Lénie. « Soignez les lapins, dit-il avec mépris. Bougre d'idiot, tu ne mérites même pas de leur lécher les bottes aux lapins. Tu les oublierais, tu les laisserais mourir de faim. Voilà ce que tu ferais. Et alors, Georges, qu'est-ce qu'il dirait? Non, j'oublierai pas, dit Lénie à haute voix. Je t'en fous, dit le lapin. Tu ne vaux pas la corde pour te pendre. Je sais que Georges a fait tout ce qui était possible de faire pour te tirer du ruisseau, mais ça n'a servi à rien. Si tu te figures que Georges va te laisser soigner les lapins, t'es encore plus dingo que d'habitude. Il ne fera jamais ça. Il te foutra une bonne volée de coups de bâton. Voilà ce qu'il fera. Cette fois, Lénie se rebiffa. Ça, jamais de la vie. Georges ne fera jamais une chose pareille. Je connais Georges depuis je sais pas combien de temps, et jamais il m'a menacé d'un bâton. Il est gentil avec moi. Il ne va pas commencer à être méchant. Oui, mais il en a plein le dos de toi, dit le lapin. Il va bien t'engueuler, et puis il s'en ira, et il te laissera. Non, cria Lénie affolé. Non, il ne fera pas une chose pareille. Je le connais, Georges. Lui et moi, on voyage ensemble. Mais doucement, le lapin répétait sans cesse. Il te laissera, bougre de couillon. Il te laissera tout seul. Il te laissera, bougre de couillon. Des deux mains, Lénie se boucha les oreilles. « Non, je te dis que non !» il s'écria. « Oh, Georges, Georges, Georges !» Georges sortit tranquillement des fourrés, et le lapin rentra se cacher dans la cervelle de Lénie. Georges dit avec calme. « Qu'est-ce que t'as à gueuler ?» Lénie se redressa sur les genoux. « Tu me laisseras pas, dit Georges. Je sais bien que tu me laisseras pas. » Georges, d'un pas raide, se rapprocha et s'assit près de lui. « Non. »« Je le savais, s'écria Lénie. T'es pas un type à faire ça. » Georges resta silencieux. Lénie dit. « Georges ?»« Quoi ?»« J'ai encore fait quelque chose de mal. »« Ça ne fait rien, dit Georges. » Et le silence retomba. Il n'y avait plus que l'extrême crête des montagnes qui fut maintenant au soleil. Dans la vallée, l'ombre était douce et bleue. Des voix d'hommes qui s'interpellaient retentirent au loin. Georges tourna la tête et écouta les cris. Lénie dit. « Georges ?»« Quoi ? Tu ne vas pas m'engueuler ? » ?»« T'engueuler ? Mais oui, comme t'as déjà fait. Comme ça, tu sais bien, si je t'avais pas avec moi, je te prendrais mes 50 $. Sacré nom de Dieu, Lénie, tu te rappelles rien de ce qui se passe, mais tu te rappelles chaque mot que je dis. Alors, tu vas pas le dire ? Georges se secoua et dit avec raideur. Si j'étais seul, la vie serait si facile. Il parlait d'une voix blanche, monotone. Je pourrais me trouver du travail, et j'aurais jamais d'embêtement. Il s'arrêta. Continue, dit Lénie. Et à la fin du mois ? Et à la fin du mois, je prendrai mes 50 $ et je m'en irai. Au claque. Il s'arrêta encore. Lénie le regardait avec passion. Continue, Georges. Tu ne veux plus m'engueuler ? Non, dit Georges. Alors je peux m'en aller, dit Lénie. Je vais m'en aller là-haut, dans la montagne, me chercher une caverne, si tu ne veux plus de moi. Georges se secoua de nouveau. Non, dit-il, je veux que tu restes ici, avec moi. Lénie dit avec astuce. Dis-moi, comme t'as déjà fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La différence entre nous et les autres types. Georges dit. Les types comme nous, ils n'ont pas de famille. Ils se feront un peu d'argent, et puis ils le dépensent tout. Il n'y a personne dans le monde pour se faire de la bile à leur sujet. Mais pas nous, s'écria Lénie tout heureux. Raconte comment c'est pour nous. Georges resta un instant tranquille. Mais pas nous, dit-il, parce que moi je t'ai et moi je t'ai. On est là tous les deux, à se faire de la bile l'un pour l'autre, voilà, s'écria Lénie triomphant. La brise du soir souffla légèrement sur la clairière et une risée courut sur l'eau verte. Et de nouveau, les voix des hommes retentirent, beaucoup plus près cette fois. Georges enleva son chapeau. Il dit avec un frémissement dans la voix. « Enlève ton chapeau, Lénie, il fait bon. » Lénie, docile, enleva son chapeau et le posa par terre devant lui. Dans la vallée, l'ombre se faisait plus bleue et le soir tombait vite. Le vent leur apporta un bruit de broussailles foulées. Lénie dit « Raconte comme ça sera. » Georges avait écouté les bruits lointains. Il sembla un instant parler en homme d'affaires. « Regarde par-dessus la rivière, Lénie, et je vais te raconter, si bien que tu pourras presque le voir. » Lénie tourna la tête et regarda par-dessus la rivière les sombres pentes des monts Gabilan.
On aura une petite ferme, commença Georges. Il mit la main dans la poche de son veston et en sortit le Luger de Carlson. Il enleva le cran d'arrêt et laissa main et revolver sur le sol, derrière Lenny. Il regarda la nuque de Lenny, l'endroit où l'épine dorsale rejoignait le crâne. En amont, une voix d'homme appela, et un autre homme lui répondit. « Va, dit Lenny. » Georges leva le revolver, et sa main tremblait, et de nouveau il laissa retomber sa main sur le sol. « Allons, dit Lenny, comment que ça sera? On aura une petite ferme? » « On aura une vache, dit Georges, et on aura peut-être bien un cochon et des poulets, et dans le champ un carré de luzerne. »« Pour les lapins, hurla Lenny. »« Pour les lapins, répéta Georges. Et c'est moi qui soignerai les lapins. Et c'est toi qui soigneras les lapins. Lenny gloussa de bonheur. Et on vivra comme des rentiers. Oui. Lenny tourna la tête. Non, Lenny, regarde là-bas, par-dessus la rivière. C'est presque comme si on pouvait la voir, notre ferme. Lenny obéit. Georges baissa les yeux vers le revolver. Maintenant, on entendait des pas dans les fourrés. Georges se retourna et regarda dans leur direction. « Continue, Georges. Quand est-ce qu'on pourra la voir ? » ?»« Bientôt. Moi et toi. Toi et moi. Tout le monde sera gentil avec toi. On n'aura plus d'embêtements, on ne fera plus de mal à personne, on ne volera plus personne. » Lenny dit. « Je croyais que tu étais fâché avec moi, Georges. » »« Non, dit Georges. Non, Lenny, je ne suis pas fâché. J'ai jamais été fâché. Je ne le suis pas maintenant. Ça, c'est une chose dont je veux pas que tu sois bien sûr. Je veux que tu sois bien sûr. » Les voix se rapprochaient. Georges leva le revolver et écouta les voix. Lenny supplia. « Faisons-le tout de suite. Achetons-la tout de suite, notre petite ferme. »« Mais oui, tout de suite, je vais le faire. On va le faire tous les deux. » Et Georges leva le revolver, l'immobilisa et en approcha le canon tout contre la nuque de Lenny. Sa main tremblait violemment, mais bientôt son visage se figea et sa main se raffermit. Il pressa la gâchette. La détonation gravit les collines et en redescendit. Lenny eut un soubresaut, puis il s'affaissa doucement, la face dans le sable. Il resta étendu, sans le moindre frisson. Georges tressaillit et regarda son arme, et il la jeta derrière lui, très loin sur la rive, près du tas de vieilles cendres. Les fourrés semblaient pleins de cris et de pas précipités. La voix de Slim hurla. « Georges! Où es-tu, Georges » Mais Georges était assis, très raide, sur la rive, et il regardait sa main droite qui venait de lancer le revolver. Le groupe déboucha dans la clairière et Curly était en tête. Il vit Lenny étendu sur le sable. « Tu l'as eu, nom de Dieu !» Il s'approcha et regarda Lenny, puis, se retournant, il regarda Georges. « En plein dans la nuque !» dit-il doucement. Slim vint tout droit vers Georges et s'assit près de lui, tout près de lui. « T'en fais pas, dit Slim, il y a des choses qu'on est obligé de faire des fois. » Mais Carlson se tenait au-dessus de Georges. « Comment que t'as fait ?» demanda-t-il. « Je l'ai fait, voilà, dit Georges d'un ton las. « Est-ce qu'il avait mon revolver ?»« Oui, il avait ton revolver. »« Et tu lui l'as enlevé, et tu l'as pris, et tu l'as tué ?»« Oui, c'est ça. » La voix de Georges n'était plus qu'un murmure. Il ne cessait de regarder sa main droite qui avait tenu le revolver. Slim saisit Georges par le coude. « Viens, Georges, on va aller prendre un verre tous les deux. » Georges accepta son aide pour se remettre debout. « Oui, un verre. » Slim dit. « Fallait que tu le fasses, Georges, je te jure qu'il le fallait. Viens avec moi. » Il conduisit Georges jusqu'à l'entrée du sentier et ils remontèrent vers la route. Curly et Carlson les suivirent des yeux. Et Carlson dit. « Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir qui leur fait mal, ces deux-là? T'as idée, toi ?»